Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau format, un webinar de 30-40 minutes avec un focus sur les enjeux marketing et communicationnels de 2021. Aujourd'hui, nous avons deux invités bien spécifiques. Nous avons Antoine Muscat qui est responsable marketing au sein de la société Do-It. Il est accompagné de Michael Bess qui est quant à lui CEO et fondateur de la société Do-It. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Bon, Oui. merci. Merci Valentin. Est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter la société Do-It, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose et quels sont les avantages de vos services? Oui, bien sûr. Alors moi, pour ma part, je suis tombé dans la publicité il y a 6 ans quand finalement j'ai cofondé Do-It. Do-It, on est positionné comme une régie publicitaire d'affichage extérieur qui va se servir de deux leviers pour pouvoir recréer un lien fort entre les marques et le public. Et en fait, ces deux leviers, c'est un levier de service de rechargement de batterie de téléphone, et un levier d'intelligence artificielle, de data finalement, pour pouvoir contextualiser les publicités qu'on va diffuser aux audiences. Merci, c'est complet. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, à la limite, je veux bien qu'Antoine aussi puisse se présenter, Ouais. puisque Antoine est responsable marketing chez nous, et en effet, il est en charge des campagnes SEA, il est en charge de l'acquisition client, et c'est vrai qu'il a une expertise qui est aussi très intéressante. Écoutez, bonjour, merci. Donc moi, c'est Antoine Muscat, responsable marketing de chez Do It. Donc comme l'a très bien dit Mika juste avant, j'ai un petit peu d'expérience sur tout ce qui est marketing digital, mais aussi Mhm. marketing hors digital, qui est un peu plus direct, où j'ai eu l'occasion de m'exercer dans mon parcours professionnel dans ces milieux-là. Et j'ai pu découvrir un petit peu les différentes formes et les différentes manières dont les marques pouvaient communiquer et acquérir des clients efficacement. Ok, merci Antoine, hein. Donc, je rappelle, société Do-It qui se veut être une régie, mais qui travaille avec des services médias, avec vos supports. Pourquoi vous prenez la parole avec nous aujourd'hui? Parce qu'on va parler de communication extérieure, on va parler des nouveaux enjeux, on va parler de print, on va parler de street marketing, on va parler surtout de DOH et pourquoi c'est intéressant aujourd'hui. Donc, merci encore une fois d'être avec nous. Pour entamer ce webinaire, j'aimerais bien que vous nous posiez un petit peu les bases de la communication extérieure. Quand on dit communication extérieure, à quoi on pense? Quels sont les enjeux? Comment ça marche? Qui sont les acteurs? Qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là aujourd'hui? Alors globalement, quand on pense communication extérieure aujourd'hui, on va avoir tendance à penser directement à tout ce qui va être affichage publicitaire sous format print. Mhm. On peut retrouver dans différents endroits, comme les arrêts de bus par exemple, les affichages publics aussi ou les affichages extérieurs. Mais il faut aussi comprendre que la communication extérieure est bien plus multiple que celle-ci. On va retrouver des entreprises qui proposent des solutions de street marketing qui permettent de toucher aussi les consommateurs directement dans leur vie de tous les jours, Mhm. mais également les médias tactiques qui sont hyper intéressants. Sur les médias tactiques, on peut retrouver notamment les fourreaux de baguettes de pain sur lesquels on va pouvoir avoir de l'information qualitative. Et quand on mixe tous ces éléments ensemble, on arrive à pouvoir toucher à la fois dans le quotidien le consommateur, mais également à faire un effet de répétition. Donc, qui est un des objectifs, notamment dans la communication extérieure, Mhm. dans lequel on va parler beaucoup d'ODV, donc d'occasion de voir. La com extérieure a cet avantage de pouvoir me permettre d'avoir un fort reach en fait dans la ville, dans les villages, peu importe. Et l'utilisation des différents supports en com extérieur, qu'ils soient du street marketing, soit de l'affichage ou qu'ils soient du média tactique, permettent la répétition de l'information, la répétition de la marque, la répétition d'une offre promotionnelle, par exemple aussi. Et ça va permettre d'avoir un taux de mémorisation très élevé. Donc, c'est un gros avantage de l'OH Et où là, on en va fait, pouvoir Antoine, il, développer. Antoine, Antoine, il nous parle en fait de la stratégie multicanal. Et en effet, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Le fait d'utiliser finalement différents supports. Et là, on parle d'affichage extérieur, mais enfin, on n'oppose pas du tout la publicité web, les réseaux sociaux, la publicité sur Google ou en bannière, en display. Mhm. Là, notre focus, en fait, il se fait sur l'affichage extérieur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'Antoine dit, c'est qu'il existe différents supports. Et finalement, en étant sur une stratégie multicanale où on va utiliser différents supports pour être finalement sur le quotidien des audiences, alors on a un meilleur taux de mémorisation. Et qu'est-ce que vous répondez, parce qu'on le sait très bien, je pense que vous êtes d'accord, vous connaissez mieux le sujet que moi, sur la répétition, il faut en moyenne entre 4 et 5 répétitions pour commencer à avoir ne serait-ce qu'un début de présence à l'esprit chez les gens quand on parle d'une marque
d'une baseline ou d'un logo. Comment la communication extérieure sert ce principe-là de mémorisation? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Est-ce que c'est le fait que ça soit mass média et que ça soit des endroits bien spécifiques? Comment ça marche, cette mécanique de com extérieure? On va avoir ce que tu viens d'expliquer. Donc, il y a l'effet mass média, on va avoir une répétition qui va être forte en cumulant plusieurs endroits et plusieurs façons de faire, plusieurs moyens de communiquer. Mais on va retrouver également cette capacité à fournir de l'information sur un parcours consommateur déjà bien défini. Si on veut toucher des CSP+, ou des CSP moyens, ou des CSP moins sur certaines tranches d'âge, on sait qu'il faudra capitaliser sur certains endroits. On va pouvoir également retrouver sur des parcours d'achat plus classiques, comme la ménagère, par exemple, si on prend sur les termes de cible marketing ou communication, sur des endroits bien spécifiques aussi. En appuyant sur ces endroits tactiques, du coup, on va pouvoir optimiser dans le process la mémorisation de l'information voulue. On pourrait retrouver, par exemple, la boulangerie Paul qui veut communiquer sur une offre spéciale qu'il a en ce moment, avoir de l'affichage qui soit extérieur et street marketing à côté du centre commercial, mais également dans le centre commercial, suivant le chemin allant jusque la boutique la plus proche. Donc, C'est c'est très, très précis. On a le sentiment que c'est large et que ça tape le maximum de personnes, mais c'est quand même très précis. Oui, complètement, ouais. C'est des choses Mais qui c'est sont bien réfléchies. intéressant, hein, c'est intéressant que tu mettes ce sujet sur la table, Valentin, parce que c'est vrai que c'est le sujet, on va dire, qui revient très souvent quand on parle d'affichage extérieur. L'affichage OH, out of home, c'est l'affichage, on va dire, le plus historique qui existe depuis des années, hein, parce que j'avais vu un article qui montrait justement qu'on avait découvert la première pub OH à Pompéi qui datait des Romains pour mettre Ouais. en avant un fast-food qui vendait du poulet. Mais tout ça pour dire que justement, on est dans une logique en règle générale, quand on parle d'affichage extérieur, d'une logique de masse et de répétition. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on tend à être plus smart dans notre réflexion quand on va planifier finalement des campagnes et on cherche en fait à être dans une logique de répétition, mais avec de la contextualisation pour être justement sur le parcours des audiences et finalement éviter qu'il y ait trop de déperdition, puisque c'est ce qui est reproché le plus à l'affichage extérieur. Et on aura le temps d'y revenir, hein, sur l'affichage extérieur et la contextualisation qui est hyper importante. Moi, j'ai une question toute bête, c'est-à-dire, on nous parle de social media, on nous parle de Facebook Ads, on nous parle de Google Ads, qui sont très précis, qui permettent de très bien cibler, d'avoir du ROI palpable. Et aujourd'hui, on a le sentiment, enfin peut-être à défaut de dire, ouais, bah, la communication extérieure, c'est du print, c'est un peu à l'ancienne, ça marche pas. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça? Moi, j'ai déjà mon idée de réponse, hein. Je sais notamment que ça marche extrêmement fort encore chez les jeunes, étrangement, sur le print. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, bah, nous, on préfère faire que du digit, le print ou l'affichage extérieur ou le street marketing, ça ne marche pas, c'est pas assez précis. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? Déjà, on peut répondre avec des chiffres. On peut déjà regarder en fait les chiffres de mémorisation qu'apporte le DOH. Et on sait qu'aujourd'hui, on a un taux de mémorisation spontanée qui est de 17% auprès des audiences. Et ce qui fonctionne encore mieux, c'est quand on a de la publicité contextualisée. On en parlait un peu plus tôt. Alors là, on a un taux de réceptivité du cerveau qui est de l'ordre de 18%. À partir du moment où les contenus sont pertinents, en fait, ils correspondent au centre d'intérêt des personnes. Au-delà du fait que de toute façon, la publicité sera mieux acceptée. Donc finalement, aujourd'hui, on rentre en fait dans un virage en fait sur l'affichage qui reprend les codes de ce qui se passe en digital, en web, avec cette notion de ciblage. Et en fait, on l'applique, mais simplement sur un média qui est physique, qui existe, un média d'affichage. Et on le sait, hein, vous nous l'avez dit, média historique, c'est l'affichage. Depuis quelques années se développe en France notamment l'aspect DOH, donc Digital Out of Home. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce terme, nous le définir, nous donner les enjeux et au final, qu'est-ce que va être le DOH? Qu'est-ce qu'il va nous proposer en plus par rapport à du print classique, et peut-être en data, peut-être en reach, en reporting? Qu'est-ce qu'on fait de plus avec ce DOH? Le DOH, il a cet avantage de proposer un support qui est dynamique à la différence du print. L'aspect dynamique, on l'a bien remarqué notamment avec la naissance et l'évolution d'Internet. Ça permet d'accrocher plus facilement l'œil, de l'attirer plus facilement et de pouvoir proposer du contenu, beaucoup plus de contenu sur un même temps donné. Donc, si on prend un 10 secondes de regard sur une affiche print, à la différence d'un DOH par exemple, on va pouvoir avoir plus d'informations qui vont venir et s'ajouter au fur et à mesure. Donc, ça va avoir cet aspect-là. Donc,
l'avantage de cumuler plus d'informations tout en attirant plus l'œil et tout en gardant une réceptivité plus élevée. On le constate aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écrans qui nous entourent. Donc, Mhm. on commence à avoir des données intéressantes sur la façon dont communiquer via ces écrans-là, parce qu'on peut éloigner à la fois l'aspect digital, donc on va retrouver sur le web, et l'aspect digital du DOH, mais il va y avoir des codes qui peuvent être similaires, notamment sur la publicité qui va être proposée. Le gros avantage qu'on va avoir sur le DOH aussi, à la différence de l'OH, c'est pouvoir changer l'information en direct. Par exemple, on pourrait vouloir communiquer sur la météo en lien avec notre activité. On pourrait avoir la possibilité, en cas d'orage soudain, de changer le contenu d'information qui est proposé sur l'affichage pour le contextualiser par rapport à ce qui se passe dans l'environnement actuel du consommateur. Donc ça, c'est des avantages que propose le DOH qu'on ne retrouvera pas avec le OH qui reste un support print et un support print physique Mhm. qui ne bougera pas. Donc, Et en avantage fait, techno, c'est ça? Avantage techno. On va avoir un avantage technologique, en effet. On va Est-ce pouvoir qu'il y a retrouver pas aussi, mal est-ce qu'il y a aussi d'intérêt. un lien avec la création? Parce qu'on sait que le print, la création est extrêmement importante dans le mécanique. Est-ce que c'est la même chose dans le DOH? Donc, au-delà de l'aspect technique, technologique qui permet de faire plus de choses, logiquement, est-ce que il y a de la préférence avec on peut faire plus de création, il y a plus d'idées, on peut avoir plus de mécanique créative? On bon, peut, moi, je vais je vais me servir de cette occasion pour faire un plaidoyer en fait sur la partie création. Parce que aujourd'hui, justement, on a des possibilités qui sont très fortes. C'est l'intérêt du DOH, c'est ce que disait Antoine, le fait de pouvoir contextualiser pour pouvoir justement toucher les audiences de façon plus efficace. Mais c'est vrai que ce qui nous manque le plus et ce qui nous fait le plus défaut, toutes les régies DOH s'accordent là-dessus, ce sont des créations qui sont justement adaptées à cette contextualisation. Et c'est vrai qu'on cherche en fait à amener les agences créa et les annonceurs plus loin pour pouvoir justement avoir des messages qui sont plus performants. On s'en rend compte de façon vraiment claire à partir du moment où finalement un annonceur crée un contenu qui est dédié en fait, par exemple à nos médias, à bord des VTC taxis, on a une performance d'attention qui est beaucoup plus élevée que si la marque récupère un spot télé. Le spot télé a déjà été vu à de multiples reprises et finalement, il n'est pas adapté justement à cette contextualisation qui est proposée. Donc, il y a quand même quelque chose qui n'est pas raccord à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on y vient, mais très lentement et trop mm, lentement à mon sens. mm. Et justement, cette partie contextualisation, tu l'as dit, ça pose problème. On a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, tu vois, le DOH, en tout cas, c'est un peu mon sentiment que voilà, les budgets dans les agences de com, bah, il y a la télé, il y a le social media. Puis à la fin, s'il reste éventuellement du budget, on va sur DOH. Et c'est hyper paradoxal, en fait. Parce que le DOH, quand il est bien fait, il est extrêmement performant. S'il est bien contextualisé, il y a un ROI qui est assez dingue derrière. On aura l'occasion d'y revenir avec votre solution Digicab, donc les écrans et les chargeurs intégrés dans les voitures, qui est en somme une très bonne idée pour le weight marketing. Comment vous expliquez ça et qu'est-ce que vous faites pour accompagner les créatifs ou les agences ou les acteurs du système pour leur dire on a une solution DOH, le DOH quand il est bien fait, il est extrêmement important, extrêmement efficace. Comment vous voulez travailler au corps? Qu'est-ce que vous Mais je pense qu'en fait, il y avait une carence déjà qui existait sur les datas en fait, que remontait l'OH qui n'était pas le DOH, qui n'avait pas forcément d'outil de mesure, n'avait pas la capacité de remonter énormément d'informations. Et même si on avait vraiment conscience, les marques avaient conscience, on va dire, de l'intérêt, de l'impact que pouvait avoir l'OH, de par cette difficulté de mesurer, ils se sont tournés naturellement vers le digital, qui lui était vraiment riche en data et riche en analyse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le vent a tourné. Aujourd'hui, on est capable, avec le DOH, de remonter énormément d'informations, énormément d'insights. Moi, quand je vois les bilans de campagne que l'on produit pour nos marques, pour nos annonceurs, ils fournissent un nombre d'informations qui sont juste incroyables. Et c'est vrai que ça correspond à l'attente des marques et c'est pour ça qu'ils se retournent de plus en plus vers ce média qui est le DOH. Mais je pense que aussi dans le contexte actuel, qui est de se dire il faut que j'optimise mes budgets ont peut-être réduit avec l'impact de la crise sanitaire, donc il faut que je sois plus efficace. C'est vrai que les annonceurs ont tendance à rester vers finalement ce qu'ils avaient l'habitude de faire, vers ce qu'ils connaissent. Et il faut en fait les initier et il faut leur montrer justement que ces médias sont très performants, que les médias d'affichage extérieur sont performants et riches en data. Justement, ça me permet d'embrayer sur les avantages du DOH. On rappelle, c'est Digital Out of Home, pas confondre avec du digital classique, qui est du SEO, qui est du paid, qui est du Facebook Ads. Un annonceur qui nous écouterait aujourd'hui, une agence, conseil,
qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur donner envie de monter en compétence sur le DOH et qu'ils prennent du budget pour mettre du média sur le DOH? Quels sont les vrais avantages par rapport à du digital classique ou à du social media? Quels sont les avantages concrets qu'on peut en tirer? En termes d'avantages vis-à-vis du DOH, c'est vraiment le fait de pouvoir être sur un média en réel. Les audiences sont face à un dispositif média et de profiter, on va dire, d'être sur le parcours du quotidien des audiences pour pouvoir justement avoir finalement une publicité qui va être plus enrichissante. La façon dont, moi je parle de mon expérience personnelle, la façon dont je peux percevoir une publicité sur le web, c'est souvent dans un cadre qui peut être intrusif. Finalement, c'est quelque chose que je vais devoir regarder avant de, par exemple, regarder une vidéo qui m'intéresse sur YouTube, avant de scroller sur le post d'un ami sur un réseau social. Alors que lorsqu'on est sur un média d'affichage extérieur, on est sur un média qui va être sur notre parcours au quotidien. Donc déjà, le rapport que je vais avoir en tant qu'audience vis-à-vis de ce média et des publicités diffusées est complètement différent de ce que je peux avoir comme impact un peu intrusif vis-à-vis du web. Et l'intérêt justement du DOH, c'est qu'on reprend les codes du digital, le fait de pouvoir cibler, le fait de pouvoir contextualiser en fonction de la météo, le fait de pouvoir contextualiser en fonction des résultats des matchs, par exemple, des compétitions. Et ça permet justement finalement de pouvoir faire ce ciblage et en même temps de récupérer toute cette data en termes de quelle a été l'attention des audiences, quel a été le niveau d'intérêt et de pouvoir très bien faire un retargeting derrière avec du display ou avec du web. Donc, plus précis, plus contextuel. Est-ce qu'il y a aussi Moi, un j'ai un aspect mot, c'est réel, plus Valentin. réel? C'est Ok. ça pour moi la grosse différence. C'est qu'on est sur du réel, on n'est pas sur du virtuel, avec tout ce que ça peut impliquer. Oui, est-ce qu'il crée une expérience utilisateur, une expérience de marque qui est beaucoup plus palpable et beaucoup plus péchue parce que c'est au-delà du mobile, on n'est pas sur son téléphone, on n'est pas forcément face à une pub Facebook. Donc, quand tu dis réel, ouais, plus ancré dans le quotidien de la personne et dans son réel, dans son vrai moment d'attention en fait. Absolument. Et d'un point de vue héroïste, parce que je sais que ceux qui nous écoutent, ils vont avoir évidemment cette question-là. À quel niveau c'est un média héroïste, déjà en fonction de vous, ce que vous pratiquez avec Do It, et plus largement, pourquoi ça marche bien, qu'est-ce qu'on peut dire aux annonceurs sur la data qu'on va extraire en fonction des infos que vous avez à leur donner. En fait, quand on parle de ROI, il y a deux types de ROI. Il y a le ROI notoriété, finalement, le ROI, comment ma marque est associée finalement à ma campagne et au parcours des audiences. Ouais. Est-ce que la perception qu'on va avoir de ma marque est positive? Est-ce que finalement, je vais réussir à créer ce lien? Parce que c'est vraiment c'est l'enjeu. Ça va dépendre de l'objectif aussi, non? Parce Bien qu'il sûr. y a le Drive to Store qui est très marketing, très commercial, et il y a aussi le branding. Et là, tu nous parles de préférence de marque, de présence à l'esprit. Ce n'est pas les mêmes objectifs, on est d'accord? Mais je pense que si tu veux, quoi qu'il arrive, même si on parle de Drive to Store, tu as quand même ce besoin d'associer ta marque à un ressenti qui va être positif. Et je pense que c'est justement l'enjeu, c'est d'être en mesure de créer un lien avec ces audiences qui va être fort et pas forcément un lien court terme. On s'inscrit sur une logique qui est plus du moyen-long terme aujourd'hui. On cherche à capitaliser sur une relation qui va être positive vis-à-vis des audiences. Mais en effet, tu as raison, il y a des annonceurs qui vont être beaucoup plus héroïstes à court terme avec des enjeux de drive to web, drive to store. Ce qui fonctionne le mieux pour ça, hein, c'est soit un incentive tarifaire. Clairement, vous êtes exposé à un écran, vous avez un code promo ou on vous informe d'un événement qui se passe dans le magasin qui est juste à côté, à proximité, pour nous inciter finalement en tant qu'audience à aller visiter ce magasin ou à aller visiter ce site web. Mais j'ai vu des campagnes qui étaient vraiment sympas justement dans cette notion de gamification aussi, sur justement le fait de pouvoir interagir avec un écran, de participer à un sondage. On peut parler de SOH aussi, le fait d'interagir en fait sur les réseaux sociaux en ayant vu une publicité sur d'affichage extérieur qui nous donne envie de participer à un témoignage par exemple, qui nous donne envie de participer à un sondage sur quelle équipe va gagner ce soir au match. Est-ce que ça va être le PSG? Est-ce que ça va être l'OM? Enfin, on peut justement aller aussi loin que ça et faire participer les audiences à ce qui est affiché. Et je pense que c'est ça aussi finalement ce qui fait qu'on a un bon ROI sur l'affichage extérieur. C'est le fait qu'on puisse vraiment rendre partie prenante de la diffusion les audiences.
Et c'est hyper intéressant. Et puis en fait, la solution qu'apporte le DOH aussi, c'est une solution, pas une solution de repli, mais une solution un peu plus vertueuse dans le sens où c'est un peu moins perçu comme de la pub. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on a une bannière qui arrive sur notre site, on sait très bien que quand il y a une vidéo sur Facebook qui est coupée par une pub, c'est hyper intrusif, tu l'as évoqué. On a le sentiment que le DOH est dans un autre contexte est positionné de manière différente et essaye d'apporter une solution peut-être, je ne sais pas si c'est vertueuse, mais une communication peut-être un peu plus franche, un peu plus éthique, un peu plus en adéquation et en congruence aussi avec les attentes des gens, un peu moins intrusive. Mm. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous essayez de driver ça? Est-ce que vous avez, quand vous travaillez avec vos clients, vous leur expliquez ça? C'est une pub qui va être contextualisée, c'est une pub qui va être bien perçue, a priori, mieux perçue et un peu moins intrusive. Est-ce que pour vous, c'est un vrai gros sujet? Ouais, complètement. Ça, c'est un très gros sujet pour nous, à tel point que nos différents produits vont proposer un service de rechargement. Donc, on va parler de médias serviciels qui vont permettre une acceptation plus élevée de la Hmm. publicité, justement. Donc là, La c'est dans la personne va voiture, avoir c'est la ça? capacité. Comment? Ça, c'est dans la voiture C'est sur tous nos produits. ou vos bornes, C'est tous nos tous vos produits. produits, Nos d'accord. 3 produits proposent un service de rechargement de smartphone. Ils sont toujours associés à celui-ci. Ça permet une meilleure acceptation de la publicité aussi, Parce qu'il parce n'y a pas un qu'on échange. rend service au consommateur et quelque part, c'est la marque aussi qui rend Hmm. service au consommateur. Ouais. Et c'est aussi une donnée qui est hyper importante et c'est là où on va rentrer dans un cercle vertueux pratiquement de la publicité. On est sur quelque chose de moins subi, de moins très intrusif, avec de l'information qualitative par rapport au lieu dans lequel on se Hmm. situe ou par rapport à l'information qui est poussée, par rapport à la personne qui est ciblée, mais aussi par rapport au service qu'on peut lui proposer en direct dans le monde réel par rapport à son besoin actuel. On s'est tous retrouvés à un moment donné sans batterie et Surtout ceux qui ont sans des batterie iPhones. portative. Surtout ceux qui ont des iPhones, surtout. Complètement, c'est un vrai sujet. Non, mais c'est une sorte de win-win aussi. Enfin, j'ai l'impression que la marque, elle Complètement. arrive, elle comprend le contexte, elle comprend l'enjeu, elle arrive, voilà, pas comme un sauveur du monde, mais elle arrive avec un service, une proposition Mhm. d'accompagnement. Et je pense que c'est dans la tête des gens, ça se passe quand même mieux que quand c'est une pub Facebook qui est au lieu de ta vidéo de 3 minutes, elle est bloquée. Euh, et justement, sur vos services, sur vos produits, est-ce que Antoine, tu pourrais nous refaire un résumé des différents produits que vous avez? Voilà, qu'est-ce que vous faites chez DoIt? Quels sont vos différents services? On a parlé de rechargement, mais il y a quoi? Il y a le VTC, il y a les bornes, il y a Digicab. Qu'est-ce que vous avez Ouais. au global? On va se retrouver dans des lieux de vie. On a 3 types de lieux de vie dans lesquels on va se situer avec nos 3 produits. Donc, on va avoir les lieux d'attente qui vont être positionnés avec des Charlie, qui Mhm. sont des petites bornes rectangulaires avec un service de rechargement associé à un écran de la taille d'un smartphone au-dessus. Donc, on peut le retrouver dans les cabinets notariales, on peut les retrouver dans les cabinets d'avocats, médicaux, ce genre d'enseignes, les bars, les restaurants, où la personne va pouvoir recharger son téléphone et à la fois regarder la publicité qui est associée à l'espace dans lequel il se situe. Mhm. On va avoir les bubbles, donc qui sont des totems qui sont assez grandes quand même, avec quatre sphères dans lesquelles on peut positionner son smartphone en sécurité avec un code associé. On a également l'écran qui est un écran d'un taille de smartphone juste à côté sur lequel la publicité va être poussée, mais on a également un dispositif en print qui se situe derrière. Donc on associe à la fois l'OH et le DOH sur cette solution. On va plus se retrouver dans les lieux de passage. Donc, on peut avoir, par exemple, des espaces de coworking, on peut avoir des centres commerciaux Mhm. ou des aires d'autoroute. Et enfin, il y a le dernier qu'on a lancé, qui s'appelle le Digicab, qui est, lui, positionné plus dans les VTC, où on a un petit bijou de technologie à travers celui-ci. On est très fiers de ce produit, Mhm. parce qu'on va pouvoir permettre d'amener une personnalisation plus en termes de publicité envers les cibles et le service de rechargement également associé. Donc lui se situe, comme une tablette, c'est une tablette Android qui se situe face aux voyageurs, donc sur les sièges arrière, donc qui est disposé sur les sièges passagers de la voiture. Ce produit, il a plusieurs enjeux et il permet plusieurs choses. Donc, on va à la fois avoir le service de rechargement qui va être bénéfique pour le consommateur, donc la Mhm. cible. On va avoir les datas qu'on va pouvoir donner à l'annonceur et sur lesquels il va pouvoir se positionner pour pouvoir cibler le consommateur. On Mhm. a également le chauffeur de VTC qui a une rémunération par rapport à D'accord. la publicité, par rapport au nombre de voyages qu'il effectue. Donc, tu vois, on est encore sur une histoire de cercle vertueux dans la façon dont on veut positionner nos médias tactiques.
Et c'est hyper clair. Merci pour cette présentation de vos activités. Donc, une régie qui propose des services de médias, notamment des médias tactiques, médias innovants, avec des nouvelles manières de faire, notamment Digicab. C'est quoi le deal avec les marques en fait? Qu'est-ce que vous leur proposez? Voilà, il y a une marque qui fait du print, qui fait de la pub, qui fait du social. En tant que régie, quelle promesse vous allez leur faire en fait concrètement? Est-ce que vous allez leur dire, bah, c'est plus, il y a des stats, il y a des reportings, il y a différents éléments, différents KPI qu'on n'a pas ailleurs, et il n'y a que nous qui les avons grâce à notre techno. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais tu en parlais tout à l'heure, Valentin, cet enjeu justement d'optimiser, d'ROI et finalement d'assurer que la campagne assure un reach, mais aussi assure une conversion derrière. Ouais, Et d'accord. c'est là tout l'enjeu. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à intégrer un maximum vis-à-vis de nos annonceurs. Une marque qui cherche à communiquer, elle sait forcément qui est sa cible. Elle ne cherche pas forcément à toucher tout le monde. Elle a un enjeu. Elle cherche à toucher une personne en fonction de son persona, son âge, son genre, ou en fonction de son point de départ. Une marque comme la SNCF, qu'on peut identifier comme une marque qui communique en grand public, aujourd'hui, quand on va travailler avec les équipes de Julien Ferré et avec la SNCF, ils vont cibler de façon précise les départs par vie de gare, puisque même s'ils cherchent à toucher finalement les 17-77 ans, ils cherchent à viser des populations qui sont au départ des gares. Donc, on a déjà là, tu vois, un critère de ciblage. Même si on pourrait se dire, de but en blanc, bah non, finalement, une entreprise comme la SNCF, elle cherche à parler à tout le monde. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, en ne touchant finalement que les personnes au départ des gares, la SNCF peut diffuser un message qui est adapté, qui est contextualisé aux audiences, en indiquant on est au départ de la gare, voilà ce que j'ai à vous proposer, j'ai une promotion pour votre retour, j'ai des services à bord des bars TGV pour information ou autres, et communiquer de façon contextualisée à des audiences donc qui seront plus intéressées. Et c'est là tout l'enjeu. Par opposition, tu vois, une marque qui cherche vraiment à communiquer auprès d'audiences ciblées, par exemple, je pense à une marque comme Mythique, qui a pu communiquer avec nous à plusieurs reprises et qui cherche à toucher uniquement des audiences féminines, puisqu'il y a un enjeu d'acquisition sur ce type de profil, 25-49 plutôt, c'est l'enjeu de la cible. Là, on va les aider de la même façon à ne toucher que ces audiences-là. Et donc, ça veut dire que finalement, 1 euro dépensé en publicité pour communiquer sera 1 euro qui sera uniquement dédié à toucher le public féminin 25-49 ans. Et donc, tu vois, c'est là où on est justement en mesure de fournir un ROI pertinent pour ces audiences parce que l'annonceur optimise concrètement ses dépenses budgétaires. Ouais, je ne sais pas comment vous l'appelez, comment vous appelez ça, mais tu as un coût par vue qui est précis, qui est extrêmement optimisé. Donc, c'est ça qui est intéressant. On ne paye que pour les gens qu'on va toucher, qui sont dans notre cible, notre audience cible en amont. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Elle est venue d'où cette idée-là de se dire, bon, les bubbles, on a compris, les totems, on a compris, mais Digicab, d'où est-ce qu'elle est venue cette idée de se dire, bah voilà, on va mettre des écrans avec une offre de service pour les gens, pour le chauffeur et pour les marques. D'où est-ce que c'est venu? J'ai une petite idée sur le fait d'attendre et le marketing qui va aller. Tu en parlais du white marketing. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça, ces sujets d'optimisation des temps d'attente? D'où est-ce que c'est né en fait? Il y a un vrai sujet en effet d'optimiser ces temps d'attente et de pouvoir toucher les audiences dans un cadre qui ne va pas être subi. C'est ce qu'on dit depuis le début de ce webinaire. Et je pense que s'il y a un message à garder de ce qu'on se dit, c'est que justement, une publicité qui est diffusée dans un contexte où on a moins ce caractère subi, où on a plus un caractère d'attention et de disponibilité des audiences, va permettre justement à avoir un meilleur ROI, un reach qui sera plus positif pour les marques en question. Et c'est justement ça l'enjeu en fait de ce dispositif à bord des VTC et taxis, c'est d'être capable d'analyser avant diffusion qui est face à mon écran et où est-ce que cette personne se trouve, contextualisation donc, et donc de diffuser une boucle qui va correspondre à ces critères de ciblage pour que l'audience soit plus attentive et plus intéressée et pour que la marque ne touche vraiment que ses audiences utiles. Et ce dispositif, vraiment, je pense que c'est sa force, c'est sa capacité de cibler et toucher des audiences qui vont être disponibles, attentives. Et justement, je rappelle, hein, du coup, concrètement, c'est des écrans dans les VTC, donc dans les voitures chauffeurs qui vous amènent d'un point A à un point B. Qu'est-ce qui vous a permis de vous dire, OK, bah, ce temps d'attente-là, on va miser dessus. Pourquoi pas un autre temps d'attente? Pourquoi pas ailleurs? Est-ce que ce moment-là, il était pour vous sacré et rien n'avait encore été fait et vous êtes arrivé avec votre solution, votre idée? Qu'est-ce qui a déclenché ça?
C'est vrai qu'en Europe, on n'a pas vraiment de solution qui existe là-dessus. On a pu voir des solutions de publicité qui peuvent exister, notamment aux États-Unis ou en Asie, dans les VTC ou dans les taxis. Mais c'est vrai que de même, ce ne sont pas des solutions qui vont chercher à forcément faire de la contextualisation ou de l'hyperciblage. Ouais. Et notre enjeu, justement, c'était d'arriver avec une solution franco-française, développée en partenariat avec une filiale du groupe La Poste qui s'appelle ProBayes. On travaille d'habitude avec les armées pour les drones ou avec les constructeurs automobiles pour analyser l'attention des conducteurs, puisque c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que nous, notre logique, c'était de pouvoir développer des algorithmes qui sont en mesure d'identifier en amont de la diffusion le profil des audiences. Et donc, c'est ça vraiment le sujet, c'est de pouvoir avoir un média qui va toucher des audiences attentives, mais qui va vraiment faire cette analyse en amont pour pouvoir avoir une meilleure contextualisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cet hyper-ciblage, on va également mesurer l'attention des audiences. En fait, ça nous permet de connaître leur niveau d'intérêt, concrètement. Sur des médias comme YouTube, en fait, on va pouvoir savoir pendant combien de secondes la vidéo a été regardée. Le watch time, oui. Exactement, le watch time. Nous, en fait, on va traduire ça avec quelque chose qui va même plus loin, qui est à chaque fois que le contenu a été diffusé, pendant combien de secondes la personne l'a regardé. Et on en sort un taux d'attention qui est finalement cette moyenne d'attention des audiences au global, mais aussi en fonction du persona. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de SNCF. Je vais pouvoir indiquer à SNCF avec ce média, le Digicab, est-ce que les audiences féminines, par exemple, ont été plus intéressées que les audiences masculines à ce spot en particulier? Est-ce qu'il faut que je diffuse un autre spot auprès des audiences masculines parce que finalement, elles sont moins attentives? Les 18-25 ans, pareil, réagissent moins ou réagissent mieux. L'idée, c'est de pouvoir adapter et d'être vraiment sur une approche de test and learn pour pouvoir des contenus qui intéressent. C'est vraiment ça notre volonté, hein, notre mission, on va dire, chez Doit, au-delà de notre mission, on va dire, purement économique, c'est de permettre aux marques de créer un rapport positif entre elles et les audiences. Bah, c'est hyper clair. Et justement, en termes de marque, Antoine, est-ce que toi, tu es quand même responsable marketing, donc tu es assez en contact avec elles, j'imagine. Tu peux peut-être nous citer des exemples de marques qui travaillent avec vous et nous dire quels sont leurs retours, comment ça s'est passé, parce que je suppose que quand elles sont venues vous voir, elles n'étaient pas forcément à même de maîtriser ce que vous allez leur proposer. Il a fallu aussi adapter, expliquer et faire les éléments de reporting. Comment ça se passe? Vous bossez avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je vais intervenir sur une partie de la question et je laisserai Mika, qui lui a un poste de directeur commercial, parler plus de la partie relations commerciales et du coup du retour annonceur qu'il peut avoir dans le travail qu'ils font. Moi, ce sur quoi je peux intervenir sur le sujet, c'est les évolutions constantes qu'on amène aux data qu'on a dans le Digicab. On est en perpétuelle réflexion pour améliorer les data, améliorer l'analyse, améliorer ce qu'on va pouvoir proposer aux annonceurs. Donc, c'est clair qu'un annonceur, je vais prendre un exemple concret d'une marque avec laquelle on a travaillé, qui s'appelle Zenith, qui a pu mettre en avant donc, ses montres de luxe et qui a voulu diffuser auprès de 2 genres différents des vidéos différentes. Donc, ils ont ciblé les hommes et les femmes. Et on a pu remonter des analyses qui étaient hyper intéressantes sur la capacité et sur la pertinence que cette audience-là avait et l'affinité qu'elle avait avec le spot diffusé. On a pu l'affiner avec la tranche d'âge associée à ce genre. Et ça permet à cette entreprise, par exemple, de définir plus précisément vers qui aller et vers qui pêcher sur des actions qui pourront être des actions de marketing direct, par exemple, par la suite, dans leur stratégie. Donc, on peut clairement s'inclure dans une stratégie globale en leur permettant d'avoir des analyses plus concrètes et plus poussées sur tel type de format, tel type de publicité, tel type de produit, pour tel genre, tel âge, avec tel taux d'attention. C'est hyper pertinent pour les entreprises, cette chose-là. Et on peut aussi permettre de développer ce storytelling de la marque dans sa stratégie multicanal ou omnicanal, associé à un dispositif de DOH comme le Digicap, par exemple, pour pousser le branding ou l'action d'acquisition client. C'est hyper intéressant, surtout quand on a les datas comme nous, on peut les proposer. Donc, et souvent, ce qui ressort en fait des annonceurs, c'est que justement, il y a tellement de data. Bon, déjà, ils sont bluffés par les datas qu'on peut remonter justement pour un média d'affichage, pour un média d'affichage extérieur. Mais c'est vrai que souvent, on a des annonceurs qui vont se servir des remontées d'informations d'analyse pour pouvoir mieux cibler, par exemple, sur des médias en social media, tu vois, par exemple.
Ils vont justement identifier un niveau d'attention, un niveau d'intérêt de la part de certains profils et décider justement en fonction de ces informations-là d'ajuster pour pouvoir se dire bon, ben là, j'analyse mes audiences et je vois que finalement, il faut que je cible un peu de façon plus précise ou plus large en fonction des informations qu'on monte sur d'autres médias. Nous, on plébiscite vraiment en fait le multicanal, c'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui qu'on se positionne vraiment comme un média qui est ultra pertinent dans le contexte actuel. Finalement, on permet aux marques, aux annonceurs de pouvoir toucher des audiences dans un cadre où on a un reach qui est toujours très bon, puisqu'il y a énormément de monde dans les VTC et les taxis. C'est l'un des meilleurs moyens pour le social distancing aujourd'hui quand on se déplace. Donc, on a vraiment de très bons reach, de très bonnes audiences aujourd'hui. Et donc, de leur proposer justement de toucher des audiences de façon ciblée et efficace, mais en même temps de pouvoir aussi assurer une optimisation de leur budget et donc un ROI derrière. Et c'est vrai que c'est ça qui est le plus apprécié. Aujourd'hui, on travaille avec des annonceurs qui sont vraiment divers et variés. On peut travailler avec des constructeurs, des promoteurs immobiliers, comme des annonceurs du luxe. Antoine parlait de LVMH avec Zenith Watches, où on bosse aussi avec Kering, des acteurs de la food, ou encore des acteurs du pari sportif, de l'événement en ligne. Enfin bon, finalement, on répond aux enjeux de multiples marques, même des marques qui cherchent à viser les seniors, les plus de 56 ans, comme des banques privées par exemple, ou des systèmes d'aide des prothèses audio-auditives, parce qu'on a cette capacité vraiment à cibler. On ne va toucher que les audiences utiles des annonceurs. J'ai un dernier point, Mickaël, sur ça. On a parlé de l'audience, du reach, du média. Et si on se concentre, avant de terminer, un peu sur le contenu, on a évoqué rapidement, j'ai entendu le mot gamification. Quels sont les contenus que vous allez adresser, parce qu'on a vu le média, etc., sur le contenu en lui-même? Est-ce que c'est des choses qui sont retravaillées? Est-ce que c'est des pods télé qui sont remontés ou c'est vraiment des formats dédiés? Est-ce que c'est du jeu concours? C'est quoi on est confronté à quel contenu si demain je prends mon VTC, je prends mon Humeur ou mon Hitch, je me branche, qu'est-ce que je vais avoir en face? Un code promo, un QR code, les deux? C'est quoi votre contenu? C'est le vrai sujet, Valentin, parce que finalement, on n'a pas quelque chose qui est uniforme aujourd'hui. En fonction, on va dire, des acteurs avec qui on travaille, on va soit récupérer en effet des assets qui vont être des assets télé ou avoir des choses qui sont vraiment dédiées. L'avantage, c'est qu'on a un studio créé en interne et on a la capacité justement soit d'adapter ou soit de créer en partant de zéro des spots en motion design ou en 3D pour pouvoir justement avoir quelque chose qui est gamifiant. Donc, vous accompagnez aussi, vous produisez, vous accompagnez, vous faites vos recos, ça marchera bien sur un écran de tel pouce, dans un véhicule, ça marchera bien. Ça, vous faites aussi. Le conseil, il est essentiel. Et chez Do It, finalement, on est tous des experts, notamment côté équipe commerciale, pour pouvoir justement conseiller et apporter une vraie valeur ajoutée aux idées de la marque, des annonceurs, pour pouvoir justement avoir une campagne qui va bien performer, notamment si on est sur une logique de créer de l'activation. On parlait de Drive to Web, Drive to Store. Dans cette logique, il faut qu'on s'assure justement qu'on oriente et qu'on guide bien les marques. Et tu vois, j'ai une campagne en tête qui a vraiment bien performé, qui était vraiment sympa dans cette logique justement de personnalisation. C'est une campagne qu'avait fait L'Oréal pour la marque Maybelline, ciblage féminin, 18-35 ans, du coup. C'est l'enjeu d'activation, avec finalement en contenu des influenceuses qui partageaient des tips sur comment se maquiller lorsqu'on est à bord d'un VTC ou d'un taxi. Donc, tu ne peux pas contextualiser mieux que ça. Mais ce qui était sympa aussi, c'est que dans une logique de gamification, on avait un QR code qui était diffusé pendant toute la vidéo, qui redirigeait vers une landing page de la marque avec la possibilité d'essayer en réalité augmentée différentes teintes de mascara avec son téléphone. Et donc, tu vois, dans cette logique d'ROI, justement, finalement, l'audience qui a été ciblée par le média d'affichage extérieur s'est retrouvée sur une landing page de la marque. Et donc, à jouer avec la marque. Exactement. Et donc, finalement, tu as des personnes qui veulent vraiment tester, qui veulent savoir finalement quelle teinte de mascara va mieux leur aller, mais tu peux aussi avoir des personnes qui vont s'en amuser. Et c'est vraiment là l'intérêt, finalement. Je pense que c'est l'intérêt des marques aussi, c'est de pouvoir créer un lien qui vraiment va être sympathique, positif avec les audiences pour que finalement ce lien soit très fort et que les audiences vraiment aient en mémorisation les campagnes et la valeur ajoutée de la marque en question. Merci Mickaël pour ces exemples. Tu as bien illustré tes propos et je trouve ça
intéressant d'avoir voilà, concrètement qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'on va regarder. Je trouve ça hyper complet. Messieurs, on arrive à la fin de notre webinaire. Merci à tous les deux pour les éléments de réponse que vous nous avez apportés. On a pu détailler, on a pu rentrer dans le détail, on a pu prendre le temps d'expliquer ce que c'était que le DOH, comment ça marchait, les avantages, ce que Do-It faisait, les produits que vous aviez, les services que vous proposiez aux marques. On aura le temps de développer encore tout ça parce qu'on a encore 2 épisodes avec vous prévus pour les prochains mois. Donc, on va sans doute aborder d'autres thématiques comme le weight marketing. Il y aura plein de choses à se raconter. Les enjeux de la communication extérieure, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Antoine, merci Mickaël. Merci à toi. Merci Valentin. Et je te remercie de mettre en lumière justement ce média d'affichage extérieur qui est le média le plus historique finalement, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'idées reçues côté annonceur, côté agence sur justement les capacités et sur les outils de mesure de ce média. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de le mettre en lumière. Donc je te remercie et je remercie J'ai un pote dans la com. Merci à tous les deux. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On prendra le temps d'y répondre et restez connectés parce qu'on a encore 2 épisodes qui arrivent les prochains mois. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. À très bientôt.